Et on salue Corentin de Châtel-Perron qui est connecté avec nous dans le 11-13 de France Info. Merci de nous rejoindre. Ingénieur, explorateur, spécialiste des low-tech, ce sont les technologies à faible impact environnemental. Aussi auteur du livre L'appart du futur, une aventure low-tech dans la biosphère urbaine. On va en parler dans un instant. Mais avant, j'aimerais votre sentiment bien sûr sur la COP30. Elle s'ouvre aujourd'hui au Brésil, aux portes de l'Amazonie. C'est évidemment un haut lieu de la biodiversité. C'est tout un symbole. Est-ce que vous en attendez quelque chose de cette COP30? De cette énième conférence des Nations Unies sur le climat? Eh ben, le travail de mes dernières années, c'était de voir justement comment faire si on n'en attend rien. En fait, j'en attends beaucoup, effectivement. Il y a énormément de choses à faire au niveau global, au niveau des nations, au niveau systémique de toute notre société. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire aussi, nous, sans attendre que les gouvernements changent ou que les entreprises changent. Et j'étais surtout focalisé là-dessus ces dernières années. Ça veut dire que, quand même, j'espère beaucoup. Mais disons qu'il faut faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes changer sans avoir à attendre que les autres changent. Pour la présidence brésilienne, cette COP, il s'agit de montrer qu'il existe des solutions contre le changement climatique, dans l'énergie, dans l'industrie, dans les transports, pour les forêts aussi, avec des résultats concrets qui ont une influence sur la vie des gens. En quelque sorte, c'est aussi un peu ce que vous essayez de faire à votre niveau, bien sûr, et notamment avec votre dernière expérience, on va en parler ensemble, Vivre dans l'appartement du futur. C'est ce que vous avez fait à Boulogne-Billancourt avec Caroline Pouls, un appartement low-tech. En 2 mots, c'était quoi le principe de cette expérience-là? Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? En fait, pendant une dizaine d'années, on a fait un tour du monde avec un bateau laboratoire pour aller voir dans 25 pays différents quelles étaient les innovations low-tech, c'est-à-dire comment répondre aux besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, recycler les déchets, mais aussi communiquer, la mobilité, etc. Comment répondre à tous ces besoins de manière locale, accessible à tout le monde et durable. Et en fait, au bout de 10 ans, on s'est dit, OK, qu'est-ce que ça pourrait donner, toutes ces innovations-là, concentrées dans un appartement de 28 mètres carrés en région parisienne. Et donc, on a fait cette expérience l'année dernière où, avec Caroline, on a vécu dans cet appartement qui est vraiment, on s'est projeté en 2050 avec toutes ces innovations qu'on a trouvées partout autour du monde. Et on a suivi tout un protocole scientifique pour voir justement quelles émissions de gaz à effet de serre ce mode de vie émettait, est-ce que c'était bien accessible financièrement, est-ce que c'était ergonomique, etc. Alors voilà tout ça, évidemment, vous allez nous en parler plus précisément. On voit des images de cette expérience en même temps que vous nous parlez. On en a sélectionné quelques-unes qui peuvent un petit peu sortir de l'ordinaire, en tout cas de notre ordinaire à nous actuellement. Je pense par exemple au moment où vous voit faire du rameur pour cuire votre petit déjeuner, votre faux plat. Par exemple, ça peut attirer l'attention et notamment sur les réseaux sociaux. Mais en quoi ça peut être applicable dans notre quotidien de demain ou d'après-demain, par exemple? Je pense aux enfants, je pense aux personnes âgées et pas seulement aux personnes qui sont dans la trentaine ou dans la quarantaine ou dans la vingtaine. En fait, on a étudié vraiment une multitude de solutions et chaque solution, enfin, on n'attend pas à ce que tout le monde fasse toutes ces solutions-là. Et l'exemple de ce qu'on appelle le fitness utile, c'est vraiment pour ceux qui font du sport, comme qui font du rameur. On peut repenser cet objet-là en disant un rameur, plutôt que de consommer de l'énergie dans une salle de fitness, parce qu'on allume la clim, parce que le rameur lui-même consomme de l'énergie, et peut-être qu'il pourrait produire de l'énergie. Et comme ça, on a étudié, on a scanné vraiment tous les objets de notre quotidien, mais qui correspondent à toute tranche d'âge et tout type de population, enfin surtout les populations qui vivent en milieu urbain. Et on a repensé ces objets en disant, en fait, on peut faire mieux avec moins. Et comment vous comptez convaincre ou comment vous espérez en tout cas convaincre, que ce soit individuellement, par exemple les téléspectateurs qui nous écoutent, ou peut-être aussi à un niveau plus local, je ne sais pas, des mairies, des collectivités, d'un certain nombre d'expériences que vous avez réalisées dans cet appartement-là. On vous voit aussi par exemple manger des grillons en nous disant que peut-être ça peut être une réflexion sur la consommation de viande qui peut être différente. Alors, sur toutes les expériences qu'on a faites, il y en a qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Et j'avoue que les grillons, c'est pas le meilleur exemple parce qu'ils chantaient dans l'appartement et on s'est attaché à eux, on les a pas vraiment mangés. Ceci dit, il y a plein d'expériences qui étaient au contraire intéressantes sur le côté impact écologique, mais aussi sur la santé mentale et physique, sur le pouvoir d'achat, sur la justice sociale. En fait, on s'est rendu compte que une de nos motivations pour réinventer notre mode de vie, c'était l'impact écologique, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait vraiment beaucoup à y gagner aussi d'un côté personnel. Et c'est ça qui nous motive et c'est aussi pour ça.
En fait, bon, alors je peux prendre un exemple parmi d'autres, mais on avait une culture de plantes en système de culture hors sol dans la cuisine. Donc, c'est de l'eau recyclée, les eaux usées de l'appartement, qui passait par un biofiltre avec des bactéries et qui allait irriguer un système avec des plantes comestibles qui poussaient. Des aromatiques, des, je sais pas, basilic, menthe, ciboulette, etc. Et donc, on mangeait juste à côté de ces plantes-là. On pouvait les cueillir, donc nutritivement, elles étaient hyper intéressantes parce que plutôt que d'être transportées sur des centaines de kilomètres, elles perdaient pas leurs nutriments. C'était gratuit. C'était beau parce qu'on a des plantes en plein dans sa cuisine et c'était économiquement intéressant parce qu'il n'y a pas à acheter ces plantes. Et en plus, c'était écologique parce que ça recyclait l'eau de l'appartement et ça évitait tout le gâchis qu'il y a sur les fruits et légumes dans le monde. Mais toute la mise en place de ces expériences, pour celles qui ont fonctionné et dont vous nous parliez, vous nous avez donné quelques exemples, ça demande, j'imagine, un budget et une organisation. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde et n'importe où en France, demain ou après-demain ? Alors, dès aujourd'hui, c'est accessible à ceux qui peuvent les fabriquer parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de ces systèmes qui sont déjà en vente. Donc, on a fait des tutoriels qui sont en open source, qui sont gratuits. J'ai écrit un livre, on a fait des expositions, on a fait une série aussi qui passe sur Arte pour expliquer toute cette démarche. Mais on espère que des entreprises vont se mettre à vendre ces systèmes-là. Par exemple, la cocotte, ce qu'on a appelé la cocotte du futur, c'est un système de cuisson qui permet de cuire des aliments sains parce que ça cuit à l'eau et à la vapeur et ça divise par 10 la consommation d'énergie. On aimerait bien que plutôt que chacun ait à fabriquer sa cocotte du futur, qu'elle puisse être vendue par des entreprises. Oui, parce que c'est aussi ça l'un des enjeux quand on parle de la lutte contre le réchauffement climatique et d'améliorer notre quotidien dans un monde qui se réchauffe, d'avoir les entreprises et les politiques aussi qui prennent des décisions qui puissent nous aider tous et pas seulement à un niveau individuel. Merci infiniment Corentin de Châtelperron d'avoir fait part de vos expériences et d'avoir témoigné dans le 11-13 de France Info.